Nous allons commencer ce conseil municipal du 29 juin 2026. Je vous salue, mes chers collègues. Je salue également le public et la presse ici présents, et aussi nos amis en direct sur nos réseaux Facebook avec retransmission sur YouTube ultérieurement, comme précédemment. Je vais demander s'il y a une ou un volontaire secrétaire de séance. S'il vous plaît, je vous remercie. Et je vais procéder à l'appel sans attendre. Donc, Olivia se présente, André Géa, Julie Lopez, Bernard Lambert, Solange Dardet, Marc Villard, Mélanie Bezazi, Gérard Verdier, Charlotte Tillon, Jean-Louis Marc, Carole Cetruno va arriver, Dominique Palomérès. Bordeaux. Morgane Fouladou, donc absente, mais pour une très bonne raison, puisqu'elle a accouché hier d'une jolie petite fille qui s'appelle Sarah. Voilà, donc bienvenue Sarah, félicitations aux parents. On change de micro ici, donc Morgane Fouladou a donné procuration à demi-salle, donc Nicolas Ladonski, présent. Judith Alexandre, Denis Salve, Mélissa Delage, Guillaume Roux, Céline Mias, Michel Allemagne, donc absent excusé, Nems Lorenzo est absente également à donner procuration, m'a donné procuration, Olivier Dalmac, Julien Guessoria, Elisabeth Prévost, alors Maître Bequera, Géraldine Bouvier, absente excusée, Antoine Devert, Nathalie Cornet et Nicolas Nogues, absent à donner procuration à Antoine Devert. L'appel étant fait, je passe à l'ordre du jour qui vous a été envoyé en même temps que la convocation et la note de la semaine dernière. Donc, je dois faire voter l'ordre du jour, mais je passe direct à l'approbation du procès verbal de la séance du 27 avril 2026 qui vous a été également envoyé lors de avec la convocation. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce procès verbal? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point numéro 2 de l'ordre du jour, l'administration générale, avec un point sur les délégations générales au maire et une modificative par rapport à la décision que nous avions prise le 13 avril dernier, puisque, entre-temps, on a eu effectivement un certain nombre de questionnements sur justement les comptes à terme, notamment avec les variations qu'il peut y avoir justement sur ces opérations pour avoir le taux le plus optimal et avoir évidemment des intérêts qui soient les plus optimisés. Et donc la proposition qui est faite est de me déléguer des attributions dans la limite des crédits qui sont prévus au budget, évidemment, dans le strict cadre d'emprunts qui sont destinés au financement des investissements qui sont prévus par le budget, des opérations financières qui sont utiles justement à la gestion de ces emprunts, pour que justement, notamment les comptes à terme, puissent être passés rapidement et nous permettre, encore une fois, d'obtenir des recettes supplémentaires. Est-ce que ça appelle des questions, des remarques? Je le passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons ensuite au point sur le règlement intérieur du conseil municipal. Nous avons l'obligation, puisque nous sommes une commune de plus de 1000 habitants, d'avoir un règlement intérieur qui doit être adopté dans les 6 mois suivant l'installation. Ce règlement intérieur s'applique, un règlement est déjà en vigueur et il fixe les conditions d'organisation d'un certain nombre de sujets, notamment le débat d'orientation budgétaire, mais aussi la consultation des projets de contrat à le marché, la présentation, l'examen et la fréquence des questions orales et les modalités d'expression des conseillers d'opposition n'appartenant pas à la majorité municipale. Là, il n'y a pas eu de modification sur ces différents points. Le point qui a été ajouté, c'est la modulation des indemnités de fonction en y ajoutant en fait une notion d'assiduité pour que justement, si jamais il n'y avait pas cette assiduité, les indemnités éventuelles soient réduites
progressivement en fonction du taux d'absence constaté, avec justement un état des présences qui sera annexé à 2 séances en juin et en décembre, 2 fois par an, pour justement cette assiduité nécessaire, cette exemplarité que nous appliquons et que nous souhaitons mettre en valeur, parce que c'est une confiance que nous avons les uns les autres, et c'est aussi l'obligation que nous avons vis-à-vis de nos concitoyens. Voilà la seule modification, le reste étant reconduit à l'identique. Est-ce que ça appelle des observations, des questions? Non, je vais passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous passons donc au point suivant, qui est celui de la Seine-Roussillon-Aménagement, la désignation d'un délégué communal avec un rectificatif, puisque nous avions désigné le 13 avril dernier Michel Allemagne en qualité de délégué de la commune à cette société d'économie mixte. Cela dit, il y a eu un changement de statut entre-temps et il faut en fait en délibérer par 2 fois, puisqu'il y a 2 organisations dans lesquelles nous sommes représentés, l'Assemblée spéciale des collectivités et l'Assemblée générale. Et puisqu'il n'y a pas eu de décorrélation entre les deux, les décisions qui pourraient être prises par les assemblées délibérantes pourraient être entachées d'irrégularité. Comme nous n'avons pas de singulariser par une représentation qui ne le serait pas, il est donc proposé de désigner un représentant pour chacune de ces assemblées et en désigner le même représentant pour l'Assemblée spéciale et l'Assemblée générale des actionnaires, à savoir toujours Michel Allemagne, qui en est d'accord pour le fait qu'il soit absent ce jour. Donc si ça n'appelle pas de remarques, de questions, dans ce cas-là, je le mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons à l'adhésion de la ville de Prades à l'association Train en tête. C'est un renouvellement et on en profite pour désigner un élu qui soit référent train, en tout cas référent mobilité. C'est un soutien de notre ville à cette association qui a bataillé pendant de nombreux mois et années pour la remise en service de la ligne Perpignan-Villefranche de Conflans à plusieurs reprises pour des problématiques diverses. Et cette adhésion, en tout cas ce renouvellement, est pour un montant de 100 € par an, qui nous permettra de montrer notre soutien à cette ligne de vie qui nous relie à la plaine et qui est un lien aussi avec le train jaune. Sachant que nous avons le 30 janvier 2027 une manifestation importante, puisque c'est le 150e anniversaire de l'arrivée du train à Prades et en Conflans. Donc ce soutien est d'autant plus judicieux en cette année, puisque ça couvrira 2026 et 2027, sachant que, évidemment, d'autres communes sont aussi solidaires de cette association, et nous serons aussi au niveau de la communauté de communes. Donc l'association, vous la connaissez, elle a différentes actions, non seulement de soutien quand c'est nécessaire, mais aussi d'animation et de propositions lorsqu'il y a ce type de manifestation, d'événements pour justement promouvoir la mobilité, puisque le train, c'est écologique et économique. Est-ce que ça appelle des questions sur ce volet-là? Oui, deuxième point, c'est de désigner un référent. Voilà. Qui est candidat à être référent? Bernard Lambert, ça va lever la main. Denis s'est proposé. Denis se propose, très bien, ça va changer. Peut-être l'ancien référent qui était Bernard Lambert, peux-tu prendre la parole pour nous expliquer un petit peu cette association et comment tu t'es investi dedans ces dernières années? Tout est bon, il y a des réunions régulières. Il y a des réunions régulières avec le conseil d'administration pour décider des actions à mener pour défendre notre ligne. Donc ça m'a amené à Montpellier, au tribunal, ça m'a amené à Marseille. On a fait des marches le long de la voie. Donc c'est passionnant. Il n'y en a pas. Non, ça a sauté encore. Ouais. C'est quoi? C'est comme la gouvernance. C'est bien l'idée. Oui. J'encourage Denis parce que c'est passionnant. On a fait des promenades à pied le long de la voie, de Villefranche jusqu'à Rien, nous sommes allés au tribunal à Marseille, Montpellier pour défendre la ligne. Voilà, donc il y a plein d'aventures.
depuis que j'y suis, il y a dû y avoir au moins 3 accidents. Il y a eu. Ouais, il y a eu une histoire de terrain. Il y a eu. Rue Savard, ben oui, parce qu'il y a le. Chaque année, il se passe quelque chose. Donc voilà. Voilà, bon, alors, le public se passe volontiers. Il y aura la fête à repas. Voilà, donc on change de micro. Donc on vous propose de désigner Denis Sac, un élu référent train de la ville de Prades, pour de nouvelles aventures qui sont moins révolutionnaires, hein, parce que là c'était quand même Sans accident. sans accident et sans besoin d'occuper les ronds-points. Est-ce que ça appelle des remarques? Non. Simplement une question peut-être. Donc cette association a pour but la défense de la ligne, son développement. Quelle est votre vision à long terme sur le devenir de cette ligne? Est-ce qu'il y a des combats à mener complémentaires par rapport à ceux qui ont été menés jusqu'à maintenant et qui sont parfaitement légitimes? Voilà, quelle sera la position de notre municipalité sur l'avenir et le devenir de notre ligne et vers quoi on doit se battre pour ce territoire et son développement? Je réponds et ensuite après. Moi, il y a deux gros enjeux. Bah, déjà, le maintien et le développement de la ligne avec des fréquences. Là, cela dit, on est techniquement limité puisque ce n'est que 8 allers-retours par jour. Aujourd'hui, du fait d'une limitation technique, l'objectif étant d'avoir le TER catalan pour qu'on puisse avoir une desserte plus fluide et puis alléger aussi la fréquence de l'automobile sur la RD 66 permettrait justement écologiquement et aussi économiquement de redonner du pouvoir d'achat aux usagers. Et on a un souci en fait non seulement de fiabilité, qu'il n'y ait pas de déshabillage de la ligne quand il y a un manque de contrôleurs ou un manque de conducteurs. Et cette petite ligne, hein, c'est pourtant un grand service qui est rendu sur le territoire, avec l'enjeu aussi du train jaune derrière et aussi l'enjeu aussi du TGV pour notre territoire. Donc le train, c'est une bataille et qui n'est pas terminée. C'est pas parce qu'on a récupéré le train après 1 an et demi pour le dernier et 3 ans et demi pour la précédente. Ces 8 dernières années, pendant 4 ans, cette ligne a été fermée. Donc là, on y veille comme un prunelle de nos yeux parce que c'est une possibilité de désenclavement pour notre territoire qui n'est pas anodine et à l'échelle du département, le TGV est à la même aune. Donc c'est un enjeu et sur lequel évidemment on est tous et toutes mobilisés. Je dirais que chacun et chacune peut aussi, et c'est l'importance de prendre le train pour montrer une fréquentation, maintenir ce qui existe et pouvoir justifier aussi d'avoir des horaires qui soient conformes aux besoins des usagers, ce qui n'est pas forcément encore le cas aujourd'hui, mais qui devrait pouvoir l'être pour les prochains en décembre. Donc la bataille n'est pas terminée. Je passe la parole à Bernard. Outre la fréquence qu'on essaye d'avoir, et surtout on essaye d'avancer les horaires de départ du matin pour que les écoliers ou les scolaires puissent arriver à temps. Après, il y a d'autres problèmes qu'a expérimenté notre personnel qui habite dans le soleil ou ailleurs. Il y a quelque chose d'intéressant, on est trop chaud. C'est donc, par exemple, beaucoup qui souhaitent venir en vélo. Et ils ne peuvent pas mettre le vélo dans le train. C'est partie d'une bagarre qu'on essaie d'avoir. C'est important que le train soit un élément de la mobilité. Et en plus, malgré les longues coupures d'années complètes, on a retrouvé une fréquentation même plus élevée qu'au départ. Ça correspond aussi à une demande avec l'accroissement du prix du fioul, de l'essence. C'est déplacement Perpignan à 1 euro et au retour, ou à 1 euro, pardon, c'est rien, quoi. Donc il faut vraiment défendre, c'est important pour nous. Donc à terme, on rêve qu'il y ait non pas un train, mais un tram avec une fréquence régulière. On verra ça plus tard. Et je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je passe la parole à Dominique Palomérez pour la section finance. Madame, chose là. Est-ce qu'il marche? Oui.
Alors, le point suivant, donc, il s'agit en fait de constituer la liste de la commission communale des impôts directs. Alors, je vous en rappelle brièvement le rôle. En fait, il s'agit d'une commission qui va avoir pour mission de donner en fait un avis sur les modifications d'évaluation, nouvelle évaluation des locaux d'habitation que l'administration fiscale a recensées. Donc, de ce fait, elle a besoin donc d'une liste de 32 personnes qui a été établie. Vous devez en avoir, je pense, un exemplaire. Et donc, dans ces 32 personnes, l'administration fiscale en choisira donc 8 titulaires et 8 suppléants. Voilà. Magnifique. Très bien. Voilà. Des questions? Je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je passe ensuite la parole à Marie-Laure pour vous parler de l'attribution de subventions exceptionnelles à l'association Pradanim. Oui, en effet, nous avons une demande de l'association Pradanim, donc qui est présidée par Gilles Durand, et dont la cheville ouvrière est Mme Sgar. Pradanim souhaite organiser un concert le 25 octobre prochain, intitulé Démodé, hommage à Jean-Jacques Goldman, par le groupe des Cœurs d'Artichaut. C'est toujours un grand succès public, ces concerts, pour un coût estimé de 1 700 €. Donc cette association, je le rappelle, organise plusieurs spectacles de qualité qui rencontrent un grand public pour un montant total de 6 000 € sur l'année et qui cette année n'a pas demandé de subvention pour 2026. Par ailleurs, c'est une association qui n'hésite pas à prêter du matériel à d'autres associations. C'était encore le cas pour la fête de la musique, où ils ont prêté des frigos à l'école de musique qui avait donc un point de buvette. Voilà, à ce titre, donc, il y a eu la commission des finances réunie et on s'est prononcé donc, sur l'attribution d'une subvention communale exceptionnelle de 1 500 € à l'association Pradanim pour la tenue de ce concert. Est-ce que ça appelle des remarques, des questions? Je le vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on repasse la parole à Dominique Balomérès sur le stationnement en centre-ville, la modification de durée de gratuité. Oui, donc à la suite de nombreuses demandes qui nous sont remontées, à tout le monde d'ailleurs, y compris Mme Prévost qui avait fait référence à ça la fois dernière. Donc effectivement, il est notable qu'il y a lieu de travailler sur la gratuité donc, des parkings. Donc il y aurait lieu, donc, alors ce qui a été proposé par la commission des finances, donc de modifier la gratuité d'1 heure par demi-journée à 2 heures consécutives, donc une fois par jour, et d'apporter des ajustements liés à cette décision, donc aux tarifs applicables aux places de stationnement en centre-ville. Voilà, donc en fait, cette décision, si elle est votée favorablement, donc prendrait effet à partir du 8 juillet. Je vous rappelle à titre indicatif que les parkings ont actuellement rapporté 14 000 € et que la modification du logiciel coûtera 900 €. Donc ils vont connaître un petit peu le coût de chaque chose. Donc voilà. Est-ce que ça appelle des remarques? Oui, je vous en prie. Juste une petite remarque sur le fait qu'il faudra bien communiquer dessus, parce que chaque fois, et c'est arrivé dans la précédente nature, chaque fois qu'on fait des changements sur ces tarifs, les gens ne comprennent plus rien et les commerçants, ça ne va pas expliquer non plus. Donc là, cette mesure-là, elle va être très favorable au commerce parce que la proposition qui a été faite, c'est 2 heures gratuites consécutives et en même temps, on garde la gratuité entre midi et 2, ce qui est particulièrement intéressant pour les commerçants et pas que les restaurateurs. Donc, c'est vrai qu'il faut un petit effort intellectuel. Quelqu'un qui arrive à 11 heures peut partir à 14 heures sans payer. Quelqu'un qui arrive à midi peut partir à 16 heures sans payer, puisqu'il y a la gratuité entre midi et 2, et ensuite les 2 heures gratuites de l'après-midi. Donc voilà, ça demande un petit peu de gymnastique, il faudra bien l'expliquer. C'est juste une petite remarque. Bien communiquer, mais ça je ferai confiance, bien communiquer sur les réseaux sociaux, bien communiquer sur le site internet de la ville et bien communiquer auprès des commerçants qui sont souvent sollicités pour ça. Voilà.
L'essentiel étant effectivement les commerçants qui soient bien à même de pouvoir eux-mêmes expliquer, parce que les réseaux, c'est une chose, on l'a mis dans le Pradmag, on compte sur les commerces pour être un vecteur de ce point de vue-là, mais c'est vrai que voilà, plus on le fera bien saisir, plus moins il y aura de difficultés, sachant que bon, il est marqué au 1er juillet, c'est pour la date effectivement qu'elle ça prendra, et enfin, date, mais la mise en œuvre sera le 8. Donc, entre-temps, effectivement, on va pouvoir communiquer auprès des commerçants avec Nicolas Ladonsky qui a déjà fait le tour pour justement mettre en place un certain nombre de dispositifs. Et celui-là en fera partie, effectivement, est attendu. On fera aussi un retour d'expérience après l'été pour voir quels ont été, si ça a eu un effet, un impact, pour pouvoir aussi évaluer ce type de décisions qui sont importantes et qui sont entendues. Est-ce que ça appelle d'autres remarques? Non. Je les vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, ensuite. Alors, je continue. Alors, je suis désolé, mais on va parler des chiffres. Donc, il s'agit en l'état de renouveler donc, par anticipation des comptes à terme qui vont bientôt arriver à échéance. Donc, en fait, pour faire simple, donc l'échéance va arriver donc en juin 2026. Donc là, on y est. Il s'agit donc de renouveler ce placement. Donc, en fait, qui serait actuellement donc, au taux de 2,53% pour le mois de juin. Ce qui a permis d'encaisser 5 022 € d'intérêt pour le placement, donc un placement à 1 million. Non, c'est l'inverse, c'est 300 000 et un autre de 6 831 €, donc qui passerait. Attendez, il faut que je sois un peu plus clair. Donc 5 022 € d'intérêt pour l'année de placement qui vient de s'écouler. Et donc, dans la mesure où on placerait, disons maintenant, au taux de 2,53%, on arriverait donc à 6 831 € d'intérêt. Donc en fait, il y a quand même une petite marge qui n'est pas négligeable. Et comme on arrive donc à terme du compte, donc c'est tout à fait opportun de pouvoir faire ce renouvellement maintenant. Donc alors les deux premiers déplacements seront donc de 1 300 000 € renouvelés en mars 2026 au taux de 2%, peuvent être clôturés par anticipation et placés une nouvelle fois afin de bénéficier du taux actuel de 2,53% dont je vous parlais. Et donc, voilà, c'est ce qui serait mis en délibération. Ça illustre exactement la conséquence de la délégation en premier point. Voilà, on voit en fait qu'on gagne 0,50%, ce qui n'est pas négligeable en ces temps de baisse de dotation et de fluctuation des budgets. Donc c'est toujours ça le prix, ce qui nous permettrait encore de capitaliser sur ces sommes, puisque c'est la seule chose qu'on peut faire les comptables. Alors, il y a aussi à préciser que les intérêts qui étaient de 26 130 € avec l'ancien taux, donc en fait, c'est le placement d'1 million passerait à 32 890 € donc avec le nouveau, donc ce qui fait quand même une plus-value relativement conséquente. Et donc, il y a tout intérêt à proposer donc, le renouvellement. Donc, il y a 3 points. 1, 2, 3, 4, 5 points. Donc, renouveler le placement d'un montant de 270 000 € du troisième compte à terme pour une durée de 12 mois. De clôturer par anticipation le premier compte à terme de 1 million, donc celui qui nous a apporté donc 26 000 €. De clôturer par anticipation le deuxième compte à terme de 300 000 €. D'autoriser un nouveau placement de 1 million sur un compte à terme pour une durée de 12 mois. Et d'autoriser un nouveau placement de 300 000 € sur un compte à terme pour une durée de 12 mois. Voilà, exactement de quoi il en retourne. Merci pour cette précision, parce que ça appelle des questions. Oui, une question, Madame la maire, s'il vous plaît. Puisqu'on est sur le CTM, et on a pu avoir, dans le cadre de nos échanges avec nos concitoyens, la question qui a pu revenir. Et je rebondis notamment sur la parution du Pradmag et de vos propos où vous indiquiez devoir remettre en cause des projets que vous avez qualifiés de surdimensionnés et soutenables financièrement. Est-ce que votre majorité a pu entamer un début de recherche sur le devenir de ce CTM? Est-ce qu'il est remis en cause dans sa globalité? On parle de placement issu de ce sinistre. Est-ce que vous avez déterminé une solution subsidiaire par rapport à ce CTM et quelles informations, quels projets et dans quelle perspective
Pensez-vous le travail? Alors, nous y sommes depuis que nous avons été installés, voici 3 mois, quasiment jour pour jour, avec des plans B par rapport à celui qui était envisagé du fait de son coût, qui était évalué à 7 millions d'euros. Et aujourd'hui, avec la flambée des tarifs et les difficultés que générait ce projet, notamment sur les fondations, il n'est pas forcément souhaitable de le continuer, parce que nous avons acté. Et donc nous recherchons et nous avons trouvé un terrain intéressant qui ne soit pas dans le spectre des architectes des bâtiments de France, qui avait un certain nombre de contraintes, et pas sur le site actuel qui donc avait les mêmes difficultés que l'on connaît avec justement ces surcoûts dus à des fondations difficiles et un terrain pas évident. Donc nous sommes en discussion sur un terrain qui est dans une autre zone, extrêmement accessible, dans une zone que le PLU permet d'occuper avec ce type d'équipement, avec une solution technique qui serait plus légère, moins coûteuse et qui permettrait de mettre en œuvre ce centre technique municipal qui est un impératif pour nos services techniques, puisque aujourd'hui ils sont dans un bâtiment qui a vécu, on va dire ça comme ça, c'est félicite, et donc il est nécessaire d'engager le changement rapidement. Est-ce que les comptes-à-terre dont on a parlé, il y en a un, effectivement deux comptes-à-terre, 1,3 million qui correspondent à l'indemnité d'assurance. L'autre compte-à-terme correspond à la vente de biens que nous avions à la municipalité, de vente à des privés. Est-ce que ces deux comptes-à-terme, c'était des noisettes que l'équipe municipale précédente avait mises de côté pour le CTM, est-ce qu'elles sont bien gardées pour le CTM, ces noisettes? C'est pour cet objectif-là, puisque c'est un projet qui est quand même dimensionnant. Donc oui, c'est pour ceci. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de montant qui serait à cette hauteur-là. On a fait des demandes de subventions par ailleurs, et on va justement cranter un certain nombre de subventions pour garder ce montant-là qui est conséquent, mais qui doit aller sur un projet long terme. D'autres questions? Non. Donc je mets au voix pour ce placement qui a été explicité par Dominique Palomérès, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et nous passons donc au dernier point. Voilà, alors au niveau finance, je pense qu'on arrive au bout. Donc en fait, il s'agit maintenant de rembourser donc, une redevance forfaitaire de concession. En fait, c'est la SCI Groupe Médical qui avait à l'origine, pour une durée de 15 ans, comment dirais-je, loué, non, c'est pas loué, avait payé une redevance donc, pour 10 places de stationnement. En fait, le permis de construire qui avait été demandé n'a pas été suivi d'exécution. Donc, en fait, il s'agit, en l'état actuel des choses, de rembourser une somme de 6 722,76 € pour justement rembourser ce manque à gagner, si je puis dire. En fait, ils ne sont pas allés au terme, donc la municipalité consent à rembourser la somme. Voilà, donc en fait, cette somme, donc, c'est ça, c'est la clôture, je dirais, de cette opération qui n'a pas eu lieu. Est-ce que ça appelle des questions, des remarques? Non. Je passe au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous passons au quatrième point de l'ordre du jour, urbanisme et travaux avec Bernard Ambert. Acquisition de Ponty-Galiberne. C'est une vieille histoire qui, maintenant, vraiment à son fin. Donc, compte tenu de l'intérêt que présente la Ponty-Galiberne, donc vous connaissez tous aux 4 du Pasteur, donc le conseil municipal avait par ses délibérations du 22 novembre 2021 accepté que la commune se porte acquéreuse de la parcelle. Voilà. Donc, il y avait été engagé des acquisitions pour acheter permettre la création d'un restaurant scolaire, donc à côté des écoles. Le conseil avait donné pouvoir au maire de procéder aux acquisitions, soit dans le cadre de procédure de cession vacante, ou à nouveau pour la gestion bien vacante, ou bien auprès des héritiers dans le cadre d'une cession à l'amiable.
Au regard de la situation, le Conseil municipal, par délibération du 14 mars 2022, envisage d'initier une procédure d'acquisition par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces procédures impliquant la saisie des services de domaine, ça a été fait. Les services de domaine ont été dessaisis et le notaire en charge de dossier a pu procéder au règlement de succession. Enfin. Donc, en fait, on va avoir cette acquisition pour un montant de 49 500 €. Au départ, il n'y avait pas de descendant, bon, voilà. On va donc soulever l'affaire. On regarde l'intérêt de cette acquisition, et bien après consultation de l'avis de la commission urbaine, il est proposé au Conseil de bien vouloir se prononcer sur l'acquisition de ces 2 parcelles au prix de 49 500 €. Si demain, est-ce que ça appelle des questions, des remarques? Non. Parfait, je les vois, qui est contre, s'abstient, je vous remercie. Et son deuxième point, la convention de comité d'ouvrage, commune de Prades, commune de Los Mazos, pour les travaux de remise en état du pont traverse de Los Mazos. Bien, cet ouvrage est à cheval sur les 2 communes, puisque c'est le cours d'eau qui nous sépare. On a donc fait une convention de comité d'ouvrage, donc a été acceptée le 29 juin 2020. Voilà, donc maintenant que les travaux sont finis, il faut régler les aspects de la prise en charge par chacune des communes, puisqu'avec une subvention qui était conséquente, donc il y a donc des règlements à faire de chaque côté. Donc, conformément à la disposition de la loi des finances du 29 décembre 2020, les comptes éligibles au fonds de compensation de la TVA ont été modifiés. Ainsi, l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2020 prévoit que ces dépenses engagées par la collectivité mandataire, compte 458, sont inéligibles au FCTVA. Et donc, la collectivité mandante, à savoir l'autre Azos qui perçoit les FCTVA. En fait, c'est l'autre Azos qui perçoit les FCTVA et que le reversera. Partie, pas la totalité. On s'en va. Puisque moitié-moitié. À ce titre, il sera proposé au Conseil municipal, après consultation et avis de la commission des travaux du 16 juin 2026, de se prononcer sur l'avenant à la convention de comaîtrise d'ouvrage initiale intervenue entre les 2 communes, afin de prendre en compte la modification de l'article 7 portant sur la FCTVA et permettre à la commune de refacturer à TTC, donc à hors taxe, depuis la collectivité mandataire vers les collectivités mandantes. Voilà, donc, un point d'écriture. En clair, la FCTVA sera perçue par le Spasos et qui nous la reversera. Donc, voilà. Merci. Une coopération entre les 2 communes qui se termine voilà, bien avec une convention bonne et due forme. Est-ce que ça peut être des remarques, des questions? Non, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Ainsi se termine l'ordre du jour défini avec les décisions municipales. Ça n'appelle pas de remarques. On va passer aux questions diverses, puisque nous avons à la fois les questions de la minorité et également des questions qui ont été posées par les citoyennes et citoyennes de Prades. Je passe directement aux questions qui ont été envoyées par M. Julien Audi-Saria le 26 juin dernier, avec plusieurs sujets. Donc, il y a un sujet sur le côté sécurité, un sujet sur le volet CCAS, et un volet également sur le côté enfance-jeunesse. Donc, sur le premier point, vous nous posiez la question de savoir comment était le plan communal de sauvegarde de la commune, s'il était à jour et s'il a fait l'objet d'un exercice de simulation récent. C'est ça. Deuxième question sur les actions concrètes de débroussaillement qui ont été menées depuis le 27 avril dernier. Le calendrier prévu et la question de savoir si un référent incendie avait été dessiné. Et enfin, sur le volet de poteaux d'aspiration au plan d'eau de Prades, de savoir où en était concrètement le projet, si un maître d'œuvre avait été désigné, et si oui, quel était le calendrier de réalisation pour la saison des feux qui est déjà engagé. Sur ce premier point, Bernard Lambert va apporter des questions. Alors, le PCS a été mis à jour en avril 2025. Mardi 30 juin, donc bientôt, demain, se tiendra une réunion de présentation aux élus du PCS, la suite desquelles, quelques jours après, seront nommés les référents. Puisque sur le PCS, il y a des cibles de crise et des élus qui sont au poste stratégique pour organiser
le secours aux personnes et gérer le sinistre. Donc, le dernier exercice de simulation du PCS avait été organisé par la préfecture en juin 2023. Donc, il est valable 5 ans. On peut toujours organiser à notre échelle à nous, mais bon, c'est un peu compliqué. Et dans ce ordre d'idée, comme on est sous le barrage de Toulouse, on avait été associé, et que nous, on n'est pas forcément concernés directement, mais on avait été associé au test relatif à la rupture du barrage. Et ça a remonté l'exercice également en 2023. Donc, ce sera refait dans 5 ans. Et on sera associé. En fait, pour nous, ça concerne uniquement savoir si la sirène marche bien, si le rupture a lieu, et que les gens interprètent bien, attention, il y a une rupture de barrage. Voilà. C'était le point essentiel. Alors, pour les OLT, les obligations légales des broussaillements, c'est un souci qui me préoccupe. Le seul problème, c'est qu'on a eu la première canicule 2023, de mai de cette année 2026, la seconde qui vient de s'achever, et normalement, si on doit appliquer les OLD, il faut éviter de travailler au moment où il y a la canicule, au moment où c'est sec. Il aurait fallu le faire dans le courant de l'hiver, voire même du printemps, avec les problèmes d'élection. Alors, malgré tout, avec cela, on s'est chargé de mettre des flyers dans les 200 masses qui sont isolés autour de Prat. On a considéré que ce n'est pas le cœur de Prat hors rejeté, même les périphéries, c'est plutôt les masses isolées que vous connaissez. Et à ce titre-là, on organise le vendredi prochain, à la Saliette, avec le capitaine Plot, une communication rappelant, expliquant ce que c'est les OLT, pourquoi les incendies existent, qui sont menacés, et qui veulent sauver leur maison, et ont tout intérêt à prendre des devants. Voilà. On essaiera de faire passer le message. Le seul problème, c'est que j'ai encore regardé l'information journalière qu'émet la préfecture. C'est un tableau comme ça, vous connaissez comme moi. Hier, on était en orange, maintenant on est encore en jaune. Mais demain, si ça passe en orange, il n'est pas question d'aller faire du débroussaillage. Si c'est en rouge, alors là, il faut rester chez soi. Donc, on va dire aux gens, faites ce que vous pouvez. Mettez le grand-père ou la grand-mère à quatre pattes avec une serpette, mais surtout pas travailler avec des engins qui vont faire des étincelles. Voilà. Donc, on va essayer de voir les choses comme il faut. Donc, à la suite de cela, on accompagnera les citoyens qui ont des difficultés avec leurs voisins. Parce que vous savez comme moi, l'OLD, elle s'applique chez vous comme chez le voisin. Donc, vous devez aller débroussailler chez le voisin. Donc, quand on commence à franchir la clôture, on peut ramasser le coup de carabine. Donc, dans les situations conflictuelles, c'est déjà arrivé, on essaiera d'aller au cas par cas et essayer de faire un travail de médiation. Mais bon, on verra ce qu'il en est. Parallèlement à cela, la ville a fait débroussailler le bord des chemins communaux, comme c'est prévu, doit élaguer, et avec l'association voilà, Jardin d'amitié, voilà, Jardin d'amitié, on fait le reste sur l'espace public. Moyennant on a encore des parcelles le long de la route de Caya. On a récemment qui appartient aux lotisseurs, je ne sais plus son nom, qui est en amont de la route. On va lui faire une mise en demeure, comme chaque année, de rappelant ses obligations. On a un certain nombre de parcelles comme ça, il faut rappeler régulièrement aux propriétaires qu'ils ont pas fait le travail. Voilà, c'est parti du film. Alors après, vous posez la question pour le référent joignable en période estivale. Donc, il y a quelqu'un de chez vous qui est très compétent. Vous voyez ce que je veux dire? Il est venu voir hier sur la place, en ayant qui s'est déroulé sous le pont. Donc, je pense à M. Nogues. Voilà. Donc, il est motivé, compétent, et pour moi, ça me paraît être la même situation. Voilà. Je n'ai pas l'association pour lui demander son avis. Voilà. Je prêche pour lui, il est très, très motivé. Voilà, bon, vous signez pour lui. Très bien. Alors, pour une nouvelle installation de bouteille d'aspiration au lac, on va dire ça, au plan d'eau, voilà, c'est pas lac. Donc, on a le matériel, la borne bleue avec l'aspiro, et on a une visite sur site qui est prévue avec le capitaine Florian Bataille pour bien voir où on doit mettre le matériel, puisqu'il y a vous savez comment que les engins ont un certain tonnage, ils font 16 tonnes, donc comment vont-ils manœuvrer, où faut-ils les positionner, et en fonction de leur position sur le parking, on positionnera exactement la borne bleue avec l'aspiro. Ça, c'est de se faire la semaine dernière, vendredi. Les batailles a été pris par des événements qui ont dû faire
face, il nous a demandé de reporter la réunion à vendredi, ce vendredi. Et à l'occasion, on abordera le problème de la DZ, puisqu'il souhaite qu'on ait une DZ qui soit en capacité de recevoir un HPE, un hélicoptère bombardier d'eau, voilà, qui serait prépositionné pendant la période d'été en renfort. Donc il faut une DZ, vous connaissez toutes les caractéristiques. Donc on va étudier la question avec lui, on a plusieurs situations qu'on va visiter. Voilà ce que je vais vous dire sur le champ qui m'est compétent. Oui, merci Bernard pour ces explications. Je reviens au début de la question pour le PCS. L'idée, c'était plutôt de savoir si vous aviez, auprès des nouveaux élus, un petit peu expliqué ce qu'est le plan communal de sauvegarde, parce que ce n'est pas si évident, et surtout, et principalement en cette période estivale et de chaleur, pour le risque incendie. Parce qu'à l'heure actuelle, les référents dont tu fais référence, en tout cas au niveau des élus, ne sont pas les élus actuels, ils sont des élus anciens qui sont plus élus. Donc c'est à ce niveau-là où il me semble qu'il faudrait peut-être une actualisation des élus référents et une petite formation des élus référents. Imaginons, une année, on avait eu une coupure de la route à Rodez pour un incendie. C'était pas nous, sauf que nous, il a fallu qu'on émerge tous les gens qui étaient sur la route et qui ne pouvaient pas traverser. Donc il fallait ouvrir les gymnases, savoir où sont les lits, etc. Tout ça, c'est les élus qui le drivent. Donc ça me paraîtrait important, ça nous paraîtrait important que cette actualité, pas forcément sur les exercices, mais qu'au moins sur ce risque d'incendie, il y ait une actualisation rapide et des référents élus nommés et formés rapidement. On a connu le plan neige en 2012-2013. Le plan neige, on a le temps. Moi, je pensais plutôt au plan. Il y a le plan neige, il y a le au moins sur le risque incendie, tout de suite, que les nouveaux élus, je pense que si on leur passe le micro, ils ne sauront pas trop de quoi on parle, au moins que les nouveaux élus soient au courant et que les référents soient désignés pour qu'en cas de risque incendie, on puisse réagir le plus vite possible. Voilà. Le souci, on voit sur l'incendie de l'Aude, on change d'échelle. On va être confronté non pas à un petit incendie local, mais des grands incendies. Donc, on est en train de réfléchir, les plans de communal de sauvegarde, c'est une chose, mais il faut qu'on travaille très rapidement sur des plans de sauvegarde intercommunaux. Ça, oui, ça fait défaut. Parce qu'on a connu les deux incendies de Rodez, 2005-2015. Si on s'en ramasse d'autres plus grands, ça sera d'autres envergures. Là, je reconnais qu'on est en panne pour construire. Pour être franc, je suis toujours dans le PCS référent au plan ici, avec tous les services d'État, la gendarmerie, le pompier, etc., pour faire le QG opérationnel. Donc bon, je veux bien, mais quand on passe la même, on passe la même. On le fait demain. Donc vous voyez, demain, je ne serai plus référent qui devra les référents désignés. Tout va bien se passer. On passe donc au deuxième thème que vous aviez abordé dans votre mail, à savoir le plan canicule, savoir si ce registre nominatif des personnes vulnérables APRAD existe, il a été mis à jour pour l'été 2026, combien de personnes y sont inscrites et si le CCS a activé des procédures de visite à domicile, si des espaces de fraîcheur ont été identifiés et communiqués aux habitants. Je passe la parole à Mélanie Bézalzi, avec un micro qui va se balader. Le plan canicule a été déclenché plus tôt cette année, donc il a été déclenché au mois de mai, contrairement au 1er juin des années précédentes. Il y a bien un registre qui existe, qui a été mis à jour en fonction des nouveaux enregistrements. À ce jour, on compte 14 inscrits. Concernant ces inscrits, donc les services du CCAS les appellent environ tous les 2 jours. S'il n'y a pas de réponse au numéro, soit si le numéro n'est plus attribué ou s'il n'y a pas de réponse, ce sont les agents de la PM qui se rendent au domicile donc pour collecter les nouvelles coordonnées et s'assurer que tout aille bien. Concernant les personnes peuvent venir se reposer au sein du réfectoire du CCAS qui est une salle climatisée où il y a une disposition également à boire. Si on veut faire un constat sur la situation actuelle avec les 14 inscrits, on pourrait se dire effectivement que ça paraît peu. Il y a certainement des personnes isolées qui ne sont pas inscrites.
Et c'est pourquoi en fait nous allons continuer d'accentuer en tout cas sur la prévention, en s'aidant notamment de la mise en place des nouveaux délégués de quartier, suite au travail de Solange et Charlotte, pour sensibiliser ces nouveaux délégués, qui sont avant tout des habitants, pour favoriser justement le aller vers et pouvoir en fait les inciter à signaler lorsque voilà, dans les quartiers ils constatent que les personnes voilà, ne répondent pas ou sont très isolées, pour pouvoir faire remonter l'information et nous permettre d'avoir plus d'inscrits sur ce registre. Alors, on a répertorié les îlots de fraîcheur dans Prades pour justement mettre à la fois les personnes vulnérables, dont les enfants, et pouvoir avoir une situation voilà, d'évacuation dans des îlots plus frais, que ce soit le Lido, que ce soit l'hôtel de ville, que ce soit bientôt la médiathèque, pour qu'il y ait voilà, des sas où les personnes qui ont besoin de se rafraîchir puissent le faire rapidement et facilement. D'autres questions sur ce sujet? Donc on passe au troisième, qui est la suite de la fermeture d'une classe à l'école Jean Petit. Jean-Claire? C'est Jean-Claire. Jean Petit, Jean-Claire. Jean Petit. Donc une réunion intercommunale à la rentrée de septembre est effectivement toujours envisagée avec la DAZEN. On n'a pas encore la date exactement. Vous nous posiez la question de savoir où en était la rédaction du tribune commune. On va attendre en fait d'avoir les effectifs de toutes les écoles, puisqu'on est encore en train de voir si effectivement les fermetures vont être actées, parce que bon, il y a encore possibilité de maintenir des classes si il y a des élèves suffisants pour cette année dans certaines communes, et on va le souhaiter. Et pour la motion intercommunale, elle a été votée en communauté de communes précédemment. Donc la DAZEN voilà, nous proposait de réfléchir en tout cas à un dispositif précis qui soit plus sur la mixité, qui réponde davantage à la sociologie de notre territoire. On est toujours dans cette optique-là de faire reconnaître notre spécificité et cette disparité sociologique qui fait aussi notre richesse et qui doit être pour reconnue et sur lequel on pourra effectivement expérimenter un certain nombre de solutions pédagogiques en lien avec le projet territoire et celui aussi de la convention territoriale globale que nous travaillons en ce moment avec la caisse d'allocation familiale. Voici peut-être les autres questions, parce qu'il y a aussi les questions qui nous ont été posées par les citoyens, et je vais citer la première, qui est celle de Philippe Durand, qui nous a envoyé une question concernant la zone Sauvy, à savoir s'il y avait la possibilité d'installer une vidéosurveillance à l'entrée et la sortie de la zone artisanale, indiquant qu'il y avait eu une demande précédente, et vraisemblablement, on n'a pas trouvé trace, alors je ne sais pas à quel niveau ça avait été explicité. Pour ce qui est des caméras de vidéosurveillance, elles vont être installées essentiellement à la sortie des villes, à la sortie de la ville, et notamment au rond-point de la Maison Bleue, donc ce qui répondra à cette question plus particulièrement. Et comme c'est une demande sectorielle, on étudiera particulièrement avec le délégué de quartier. On a été saisi aussi d'autres demandes plus sectorielles sur les sécurisations ou installations de miroirs au Docteur Lavaille, rue du Docteur Lavaille, rue Docteur Arbous, de Jacinthe Verdaguer, au rue des Fabriques. On les traitera avec les délégués de quartier, Charlotte Tillon et Solange Dardet, sur cette thématique. Et j'en viens à la deuxième question plus spécifique, qui est celle d'Étienne Loiseau, sur la question qui concerne l'application des principes de laïcité. Monsieur Loiseau souhaitait savoir quel type de soutien la mairie apporte à des institutions religieuses d'une part et à des associations qui organisent des messes, en citant les fesses de la Saint-Père, le jumelage des Pradel Vendrey, et comment cela est justifié. Alors, pour réponse, en application du principe de laïcité, nous ne subventionnons pas ni culte ni institution religieuse. Si effectivement il y a des soutiens à une association qui porte un projet d'intérêt local et qui comporte un temps religieux, celui-là n'est pas subventionné spécifiquement, et l'aide qui finance l'opération, dans sa globalité comme fête de la Saint-Père, n'a pas vocation à aller sur l'exercice du culte lui-même. Pour ce qui est du jumelage Pradel Vendrey, il faut rappeler que ce n'était pas la messe en tant que telle, mais c'était un concert avec une intervention du père Martin Gallon,
DAB, et ça s'inscrivait dans le programme plus large de jumelage avec un volet culturel, patrimonial, puisque cette année particulièrement, nous fêtons l'anniversaire des 150 ans de la naissance de Pao Casals, et c'était dans ce cadre-là qu'un concert a été donné à l'église Saint-Pierre. Est-ce que ça appelle d'autres remarques? Des questions par rapport à ces points? Et donc, je citerai Solène André et Madame Julie Maury qui nous ont questionnés et qui seront donc recontactés pour traiter plus spécifiquement la sécurisation d'un certain nombre de carrefours et des solutions qui peuvent être mises en œuvre sur ces sujets-là. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer ce conseil municipal qui termine l'année avant la semaine estivale. Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous et je vous retrouve à la rentrée. Belle soirée.